Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie, une chaîne qui se veut de vulgarisation scientifique autour du monde du vin. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre, le terroir, et on va voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que le terroir. Dans la langue française, le terroir a plusieurs définitions en fonction du dictionnaire. Donc par exemple, dans le dictionnaire Larousse, le terroir est considéré comme l'ensemble des terres d'une région considérées du point de vue de leur aptitude agricole et fournissant un ou plusieurs produits caractéristiques, par exemple un vin. Et pour le dictionnaire Le Robert, le terroir est l'ensemble des terres d'une même région fournissant un produit agricole caractéristique avec un goût de terroir, un goût du terrain. Comme on peut voir dans ces définitions, il y a plusieurs notions clés. La notion de terre, d'aptitude agricole, de produits caractéristiques et de goût. Mais du coup, pourquoi l'origine géographique est si importante ? Comme vous pouvez le savoir, la France est un pays riche en culture et en histoire. Et cela se traduit par la diversité des régions viticoles que l'on a en France. Donc on en recense 16 régions viticoles, avec 363 AOP et AOC, 76 IGP et 76 000 exploitations viticoles. La France est un pays riche en histoire et en culture. Chaque région a des spécificités gastronomiques et vitivinicoles. Donc dans ces 16 régions vitivinicoles de France, on retrouve pour les plus connues la Champagne, la Bourgogne, le Bordelais, le Languedoc-Roussillon, la Provence, la vallée du Rhône, la Savoie. Bon, je vais pas toutes les citer, mais si vous habitez en France, vous vivez forcément à côté de l'une de ces régions. Mais avec tout ça, vous allez me dire, mais quelles sont les influences naturelles du terroir ? Les influences naturelles du terroir, on peut les regrouper en deux catégories. Donc on a la partie statique, comme par exemple le sol, là où la vigne est ancrée, et on a la deuxième partie, donc la partie qui est un peu plus fluctuante, qui varie vraiment en fonction des années. Donc là je parle bien du climat, qui regroupe l'ensoleillement, la pluviométrie, le vent. Donc ça c'est vraiment une partie qui, en fonction des années, va beaucoup influencer la qualité du raisin et sa maturité. Donc pour aller un peu plus en détail au sujet du sol, sur le territoire français, on a quand même une grande diversité, une grande richesse. On peut les regrouper en 5 catégories. Donc les sols calcaires, les sols argileux, les sols sableux, les sols aléatoires peu différenciés et les sols limoneux. Et pour aller un petit peu plus loin au sujet du climat en France, nous recensons 5 climats différents. Donc le climat océanique, le climat dégradé, qui est un climat entre le climat océanique et le climat continental. Nous avons ensuite le climat semi-continental, le climat montagnard et le climat méditerranéen. Et comme on peut voir sur la carte de droite, chaque région viticole a un climat spécifique. Donc par exemple, en Provence et dans le Languedoc-Roussillon, c'est plus un climat méditerranéen. À Bordeaux, c'est plus un climat océanique. Et tout ce qui est Champagne et Bourgogne, c'est plus un climat dégradé. Et pourquoi on parle de savoir-faire en plus du climat quand on parle de terroir ? Dans la production d'une bouteille de vin, il faut prendre en compte que chaque région a des habitudes gastronomiques, a des traditions, a une histoire. Et tout ça va influencer le viticulteur dans ses choix végétaux, dans le choix de ses pratiques vitivinicoles, dans sa façon de s'adapter à la nature et sa façon de s'adapter au marché. L'une des pratiques viticoles qui varie beaucoup en fonction des régions, c'est le type de taille par exemple. Le choix du type de taille par région a vraiment été façonné dans l'histoire. Les viticulteurs sont adaptés au climat, adaptés au cépage, et c'est comme ça que chaque région a pu choisir quel type de taille ils allaient utiliser, comme par exemple le cordon simple, le cordon double, le guyot simple, le guyot double. En vinification également, en fonction du type de produit que l'on veut produire, il y a différentes pratiques. Pour le vin rouge comme pour le vin blanc, il n'y a pas qu'une seule façon de fabriquer du vin rouge ou du vin blanc, mais tout ça, nous allons le voir dans une vidéo qui s'intitule « C'est quoi le vin rouge et c'est quoi le vin blanc ?» Donc je vous invite à aller voir ces vidéos si vous voulez en apprendre un peu plus sur les différentes méthodes de vinification. Et pour le choix du matériel végétal, c'est aussi en fonction du climat, puisque chaque cépage a des spécificités bien précises. Et en France, on a quand même la chance d'avoir une grande diversité de cépages, et on peut dire que chaque région a un petit peu son cépage historique, typique de cette région. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les cépages, je vous invite à aller voir ma vidéo « Les cépages, c'est quoi ?» puisque je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient du mal à différencier à comprendre ce que c'était qu'un cépage. Donc on va aller un peu plus en profondeur à ce sujet dans la vidéo dédiée à ce sujet.
Et je vais prendre un exemple pour vous imaginer à quel point le terroir peut avoir une influence sur les pratiques vitivinicoles. Donc on va comparer deux régions viticoles françaises, la Champagne dans le nord de la France et le Languedoc dans le sud de la France. Pour ceux qui habitent en France, vous allez me dire, bien sûr, ces deux régions n'ont rien à voir, mais je peux vous assurer que pour des personnes étrangères, par exemple, le fait de savoir que ces deux régions déjà sont en France, c'est compliqué à se dire, ok, mais quelles peuvent être les influences qui peuvent faire varier le goût du vin à ce point ? Mais je vais vous montrer que si, en fait, malgré le fait que ces deux régions soient en France, il y a des variations qui ne sont pas négligeables quand on produit du vin. Donc premièrement, au niveau du sol, quand on compare le sol de Champagne et le sol du Languedoc-Roussillon, on peut voir que les sols de Champagne sont beaucoup plus calcaires et beaucoup plus argileux. Les sols argileux ont tendance à être froids, à retenir beaucoup l'eau et à retenir le nutriment, alors que pour les sols comme en Languedoc, qui sont plus limoneux, ce sont des sols qui se réchauffent plus facilement, mais qui ont moins tendance à retenir l'eau et les nutriments. Donc c'est pour ça que les viticulteurs doivent s'adapter au type de sol qu'ils ont. Donc par exemple en Champagne, le risque qu'ils peuvent avoir, ce sont des sols trop froids ou trop humides qui peuvent apporter des maladies à la vigne. Et dans le Languedoc, c'est plutôt une gestion des nutriments, donc peut-être apporter des nutriments ou apporter de l'irrigation s'il y a un manque d'eau. Et dans un second temps, au niveau du climat, on peut voir qu'il y a aussi également beaucoup de différences. En Champagne, par exemple, la moyenne de température est de 11 degrés par an, alors que dans le Languedoc, elle est plutôt de 13 degrés. Vous allez dire que c'est que de 2 degrés de différence, sauf qu'en Champagne, on peut atteindre des moins 5 degrés. À cette température-là, de moins 5 degrés, il y a des gros risques de gel, alors que dans le Languedoc, on dépasse très rarement la barre du zéro. Et au niveau de la pluviométrie, on peut se rendre compte qu'en Champagne, il y a quand même beaucoup d'eau, alors que dans le Languedoc-Roussillon, au niveau de juillet-août, il y a une grande chute des précipitations, ce qui peut engendrer un risque de sécheresse. Et sur les habitudes gastronomiques, ces deux régions n'ont vraiment pas les mêmes habitudes. Donc en Champagne, on est plus sur la charcuterie, donc par l'exemple l'andouillette de Troyes, la potée champenoise. On est aussi sur la production laitière, donc on a du fromage comme le chaours, ou même un petit peu de pâtisserie avec les biscuits roses de Reims qui sont quand même connus. Et dans le Languedoc-Roussillon, on est plus sur des produits de la mer, vu que le Languedoc est une région qui longe la Méditerranée. On est plutôt sur, par exemple, des anchois de Coullioure, de la boride, ou sinon il y a de la production de canard, donc avec du cassoulet, un plat qui est très gras, très riche. Et en tant que pâtisserie, nous sommes sur de la crème catalane. Donc en fait, les vins de chaque région vont s'adapter également à la gastronomie. Je vois bien un vin rouge assez charpenté pour manger des anchois par exemple, ou avec le cassoulet. Et en Champagne, un vin plutôt frais, un vin blanc, ira mieux avec de l'andouillette ou du fromage ou de la potée champenoise. Et vous allez me dire, mais comment s'y retrouver dans tout ça ? Et vous avez bien raison. Pour réglementer et contrôler tout ça, en Europe, il y a eu la création d'appellations. Les appellations permettent de protéger à la fois les consommateurs et les producteurs. Elles garantissent la qualité, l'origine et la méthode de fabrication d'un produit, constituant ainsi un véritable gage de confiance et d'authenticité. En France, nous avons une appellation reconnue que en France, qui est l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. Il y a son homologue européen, donc l'AOP, l'appellation d'origine protégée. Et il y a une appellation un petit peu moins restrictive, qui est l'IGP, indication géographique protégée, qui est également reconnue en Europe. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau du sujet des appellations, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les appellations, c'est quoi ? Et pourquoi la protection du nom du vin est si importante ? Au cours d'un de mes voyages en Californie, j'ai remarqué qu'il y avait des bouteilles de vin en Californie qui s'appelaient Californian Champagne, ou sinon il y avait des vins en cubis qui s'appelaient Chablis de Californie. Et franchement, ça m'a fait un choc en tant que Française. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, je vous ai mis des photos pour pouvoir comparer un petit peu visuellement les régions. Sur la gauche, on peut voir des photos de la Californie. C'est un état qui est bordé par l'océan Pacifique et elle a un climat plutôt méditerranéen. Et sur la droite, on peut voir des photos de Chablis et de Champagne. Et les régions de Chablis et de Champagne, comme on a pu voir, sont des régions qui sont situées dans le nord de la France avec un climat plutôt humide et froid. On peut le voir également grâce au tableau ombrothermique qui nous permet une bonne représentation du climat pour chaque région. Le climat californien est plus chaud et plus sec que le climat du Languedoc-Roussillon. On peut voir qu'en juin, juillet et août, il y a quasiment
pas de précipitations, donc pas d'eau. Et les moyennes de température annuelles en Californie se situent aux alentours de 24 degrés. Et pour la région de Champagne, comme la région de Chablis, comme on a pu voir dans la dernière slide, il y a quand même beaucoup plus de précipitations et les températures sont bien plus basses avec des minimums à -5 degrés. Au niveau du sol également, ça n'a rien à voir. La Californie est située au sud-ouest de l'Amérique du Nord, alors que la France est en Europe. Ces deux régions du monde n'ont pas du tout la même histoire au niveau de la formation de la couche terrestre. Au niveau de la Californie, on est plus sur des alluvions, sur des roches volcaniques, alors qu'en Champagne et à Chablis, on est plus sur des roches calcaires qui proviennent de sédiments marins. Mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet du sol, puisque je vous explique tout ça dans la vidéo qui s'intitule « Le sol, c'est quoi ?» Ensuite, au niveau des pratiques vinicoles, il y a aussi une grande différence. Tous les vins effervescents ne sont pas élaborés selon les mêmes techniques. La méthode champenoise exige du temps, un savoir-faire précis et beaucoup de main-d'œuvre. Cela entraîne naturellement des coûts plus élevés en comparaison avec la méthode Charmat, qui est une méthode un petit peu plus rapide et plus industrialisable. Donc vous comprenez pourquoi maintenant j'ai vraiment été choquée de voir du vin qui s'appelait Champagne en Californie. Pour moi, c'est un peu la même chose que de voir une marque qui s'appelle Adidas, alors que Adidas existe. Pour moi, c'est vraiment de la contrefaçon ou du mensonge. C'est vraiment pas du tout les mêmes produits. Donc, quand quelqu'un achète une bouteille de champagne venant de Californie et qui paye le même prix qu'une bouteille de champagne venant de Champagne, c'est pour moi un peu de l'arnaque. Voilà. Donc, j'espère que je vais pas en froisser quelques-uns, mais faites attention à quand vous achetez du vin et regardez bien les étiquettes. Donc pour conclure, pourquoi les appellations existent? Cela permet de protéger les consommateurs, on sait ce que l'on achète, on sait comment c'est fait et d'où ça vient. Cela permet également de protéger un savoir-faire, les savoir-faire sont donc valorisés, c'est un gage de qualité, l'héritage technique et ancestral doit être préservé. Par exemple, un vin ne peut pas être appelé Chablis s'il n'est pas produit avec 100% de chardonnay dans une zone géographique spécifique. Un chardonnay de Bordeaux ne sera pas un Chablis. Et enfin, cela permet de protéger une région, cela évite la concurrence déloyale et permet de garder de l'activité sur le territoire rural. Pour résumer, le terroir, c'est un mix entre le travail humain, le végétal, le sol et le climat. Et en Europe, tout ça est protégé par des appellations. Si vous avez soif de connaissances, je vous invite à aller voir ces vidéos qui sont en lien avec le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à vous abonner, si vous pouvez m'apporter un petit peu de soutien, ça me ferait vraiment plaisir. Et j'ai également un compte Instagram où je poste régulièrement, donc si vous voulez me rejoindre là-bas, vous êtes les bienvenus. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.